Le journal de Télémiroir qui va revenir sur la manifestation au tribunal, les avocats et les magistrats réunis, le PS en campagne au régional et la tournée des Grands-Ducs, des festivités des villes de la région. C'est une partie des titres que vous allez développer ce soir, Christophe. Bonsoir. En effet, Patrick, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Actualité politique pour ouvrir ce journal. 24 heures après le cadeau provocateur de Martine Aubry et le fameux panier garni à l'attention de Georges Frêche lors de la visite de la première secrétaire du PS à Montpellier, la campagne pour les élections régionales a repris son cours classique. Ce matin, des représentants gardois du Parti socialiste qui soutiennent la liste conduite par Hélène Mandroux ont rappelé l'importance des compétences du Conseil régional, notamment en termes de logement et de santé. À 5 jours du premier tour, ces derniers ont réaffirmé leurs projets politiques ainsi que les enjeux de ces régionales, avec les répercussions nationales que celles-ci supposent. Les explications de Pierre-Paul Castelli. À quelques jours du premier tour et malgré des sondages peu encourageants, le Parti socialiste poursuit sa campagne dans le Gard et s'interroge sur l'enjeu national d'un scrutin local. L'objectif de cette réunion, c'était de dire et d'insister à quelques jours du premier tour sur le fait qu'il y avait un enjeu régional qui était destiné justement à désigner les équipes et puis les projets demain qui devront naître avec une nouvelle gouvernance. Mais c'est également d'insister sur l'enjeu national parce qu'au-delà de cette élection du premier tour, du deuxième tour, il y aura celle du troisième tour avec un gouvernement et Nicolas Sarkozy qui vont donner un tour de vis social qui va avoir son lot de conséquences très négatives évidemment pour nos territoires et en particulier ici dans ce département du Gard qui est déjà un département en souffrance. Les socialistes veulent aussi étendre les actions du Conseil régional à des compétences nouvelles. Si les collectivités locales ne faisaient que ce qui était de leurs compétences, moi je trouverais ça normal, mais je crois que la politique, c'est d'abord d'essayer d'apporter des réponses aux problèmes que se posent les gens. Et la question du logement, c'est une volonté politique. La question de la santé, c'est une volonté politique. Et celle-là, elle est importante dans la vie de nos concitoyens. Et donc, il est important que nous soyons mobilisés autour de ça. Donc, ne nous limitons pas aux seules compétences régionales. Il y en a certaines qu'il faut peut-être justement, sur lesquelles il faut accentuer encore l'effort. Mais il y a peut-être des financements aujourd'hui sur certaines, je pense notamment à la communication, qui ne sont pas forcément nécessaires et pour lesquelles il faudrait justement réduire pour mettre un peu plus de financement sur des choses importantes, celles qui vont directement à la population. Dans cette dernière ligne droite, avant les élections, le PS devra faire sans la venue de Robert Badinter, prévu mercredi à Nîmes. L'ancien garde des Sceaux est souffrant. En parlant du PS, Christophe, Georges Frêche sera chez nous ce soir. En Même effet. s'il n'est plus au PS aujourd'hui pour quelques jours. Voilà, toujours dans le cadre de cette campagne pour les élections régionales, Télémiroir vous propose ce soir, juste après ce journal, une édition spéciale du rendez-vous politique. Comme vous le voyez sur ces images, l'invité de Pierre-Paul Castelli sera Georges Frêche, le président sortant du Conseil régional Languedoc-Roussillon, qui s'exprimera comme toutes les autres listes présentes à ce scrutin pendant un quart d'heure sur son projet politique. Une interview à découvrir, donc, juste après cette édition, tout en vous rappelant notre grande soirée électorale de dimanche à partir de 20h15. Nous vous donnons rendez-vous avec Pierre-Paul Castelli dimanche soir pour commenter et analyser tous les résultats du premier tour de ces élections régionales 2010. Depuis plusieurs semaines maintenant, la réforme de la procédure pénale fait réagir les professionnels de la justice. Ce mardi, ils étaient plusieurs milliers à Paris et à travers la France à manifester contre ce que les organisations syndicales appellent la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Cet après-midi, avocats et magistrats ont manifesté sur les marches du tribunal de Nîmes afin de dénoncer la réforme notamment du juge d'instruction et la question de son indépendance. Un mouvement de protestation en robe qu'a suivi Nicolas Pinchimon. Magistrats, avocats, fonctionnaires et associations du monde judiciaire, ils étaient près d'une cinquantaine à Nîmes réunis dans le hall du Palais de Justice pour répondre à l'appel national d'une vingtaine de syndicats. Une manifestation pour dénoncer la réforme de la justice souhaitée par le gouvernement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand même la question de la suppression du juge d'instruction. Ce qui pose vraiment problème, c'est que le projet vise à transférer les pouvoirs d'un juge indépendant vis-à-vis d'un parquet qui ne l'est pas, qui est subordonné statutairement au pouvoir exécutif.
ce qui pose un problème d'organisation démocratique. L'inquiétude soulevée par le monde judiciaire s'adresse notamment au grand public, le justiciable, et tire la sonnette d'alarme. La réforme, telle qu'elle est souhaitée par le gouvernement, rapprocherait selon eux le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, avec en particulier la disparition du juge d'instruction. Aujourd'hui, c'est vrai que le juge d'instruction qui enquête sur les affaires les plus graves et les plus complexes a peut-être beaucoup de défauts, mais il présente l'avantage incontestable d'être indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce qui ne sera pas le cas dans le projet qui nous est annoncé, puisque les pouvoirs du juge d'instruction seront en quelque sorte transférés à un procureur de la République qui est dépendant du garde des Sceaux, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Refonte de la carte judiciaire, un budget en baisse de 10%, baisse de l'aide juridictionnelle, un monde judiciaire qui s'inquiète également d'une justice qui deviendrait à deux vitesses où l'argent et le pouvoir seraient toujours mieux protégés. Voilà, j'ai vu qu'il manquait quelques avocats, parce qu'ils sont plus de 300, je crois, au barreau de Nîmes, Christophe. On va parler de toute autre chose. Le week-end dernier, tous les miroirs ont été réquisitionnés pour faire le tour des présentations taurines des différentes cités autour de Nîmes. Vous étiez, peut-être pas, si vous étiez le week-end à Palavas. Vous étiez à Château-Renard et à Palavas, vous avez fait les deux durant le week-end, je crois. Voilà. Un effet retour sur l'actualité taurine du week-end avec la présentation vendredi soir de la 13e édition de la Feria de la Mer qui se déroulera à Palavas-les-Flots au cours de la première quinzaine du mois de mai avec 2 courses camarguaises et 2 corridas de catégorie. Les arènes Manuel Benítez El Cordobès ancrent un peu plus leur identité tauromachique. Parmi les temps forts de ce cycle, une corrida de taureaux française fournie par l'élevage de taureaux espagnols de Robert Margé et qui sera lidiée par 2 grandes vedettes de la tauromachie, en la personne de Enrique Ponce et d'El Juli, des cartels que je vous propose de découvrir. La cité chère à Albert Dubout s'est toujours distinguée par la singularité de ses affiches taurines. Sur le littoral héroltais, les arènes Manuel Benítez El Cordobès cultivent depuis des années une certaine philosophie de la corrida, en invitant régulièrement les toreros vedettes dans le cadre d'une feria placée sous le signe de l'affition et de la convivialité. La Feria de la Mer, 13e du nom, a été rendue publique vendredi soir au cœur de la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, mêlant ambiance de fête et blé en herbe taurin. Avant d'être transformée en bodega géante, cette enceinte sportive a permis aux aficionados de découvrir les nouveaux élèves de l'école taurine d'Arles qui, sous la direction de Mehdi Savali, ont participé à un tentadère au public. Exercice rare, habituellement privé, qui a permis à l'éleveur arlésien Pierre-Marie Ménadier de tester la bravoure d'éventuelles génitrices. Un moment des plus taurins, précédé par la présentation des cartels de la Feria et des 2 courses camarguaises du cycle, qui verront notamment une royale de Cuillé ainsi qu'un concours de manade. Une édition 2010 également marquée par le retour à Palavas-les-Flots d'un certain 5e calife du Toreo. Bien sûr, Manuel Benítez, comme je le disais, a fait sa dernière corrida en costume de lumière à Palavas en 2004 et il revient 6 ans après en tant qu'apodérado de son fils dans les arènes qui portent son nom. Donc Palavas et El Cordobès, c'est une vraie histoire qui se continue et on espère que tout se passera bien pour son fils cette année. Julio Benítez, fils du grand El Cordobès, effectuera sa présentation en qualité de matador de toros dans les arènes qui portent le nom de son père depuis 8 ans maintenant. Le blond torero natif de Cordoue affrontera pour la première fois de sa carrière les taureaux de Robert Margé, au même titre que 2 vedettes de la tauromachie, Enrique Ponce et El Juli, pour une grande première dans l'histoire de la France taurine. C'est extraordinaire parce que bon, 2 grandes figures de la tauromachie espagnole qui tuent pour la première fois une corrida d'un éleveur français, c'est formidable pour l'élevage français en général. Ça montre qu'en France, il y a des éleveurs qui font les choses comme il faut. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres confrères à moi qui font du très très bon travail et ça va payer, j'en suis certain. Un avis également partagé par le directeur des arènes de Palavas-les-Flots, dont l'idée du cartel avait germé à la suite du dernier triomphe héroltais d'El Juli. C'est la première fois que 2 figures del Torero espagnol vont tuer une corrida française et j'espère que ça marquera l'histoire. On avait parlé avec El Juli l'année dernière, le soir de la corrida du 8 mai. On était parti sur un pourquoi pas et un pourquoi pas s'est transformé en monter une corrida et avec Enrique Ponce en plus dans ce cartel, donc ça va être une belle soirée, une belle journée en tout cas. Vous avez mis la pression à Robert Margé là? Je crois qu'on n'a pas besoin d'y mettre, je crois qu'il a tout seul la pression. Une pression qui sera également présente une semaine plus tôt, samedi 1er mai, pour les toreros français Juan Bautista et Mehdi Savali,
qui affronteront un lot de taureaux espagnols de Torre Estrella aux côtés de Mathias Tejela. Signe d'une feria jeune qui se veut plus que jamais ouverte sur une grande variété de publics. Un Vincent Ribera qui, comme Olivier Michel, aura alterné son week-end entre Palavas et le Gros-du-Roi pour la brigade des plages où il était samedi matin. Télémiroir était vraiment dans les terres et aussi sur le littoral. Un petit peu de partout. Qu'il soit gardois ou héroltais. Et dans le cadre d'un week-end festif, comme vous avez pu vous en rendre compte, organisé à la Salle Bleue de Palavas-les-Flots, le lendemain, samedi, une classe pratique de tauromachie espagnole était organisée en soirée en partenariat avec l'école taurine d'Arles. Devant près de 500 spectateurs, les apprentis novieros sarlésiens Hugo Cazeneuve El Tolosa, que l'on voit ici saluer au Paseo et que l'on voit torer, ont défié 3 jeunes taureaux de l'élevage de Pierre-Marie Ménadier, établi sur la commune d'Arles, à Raphaël plus précisément, des taureaux âgés de 2 ans lors d'une course sans picador. On redécouvre ici les gestes de Hugo Cazeneuve El Tolosa, qui a été applaudi à l'issue de sa première prestation, qui n'a pas convaincu la présidence, qui était à la charge de Bernard Planchon, quelqu'un qu'on connaît bien ici à Télémiroir. Bernard, si tu nous regardes, on te salue. Les meilleurs gestes. Il était aussi au Gros-du-Roi samedi matin. Voilà, il était présent partout, Bernard. Les meilleurs gestes de la soirée ont été l'œuvre de Morad Balti, que l'on voit ici, qui a coupé l'oreille du 2e exemplaire de la soirée et qui, du fait de la qualité de sa prestation, a été invité à défier un 3e Héral, auquel il a également coupé une oreille. Récompense qui lui a permis donc de sortir en triomphe sur les épaules de ses camarades de l'école taurine d'Arles. Et si les arènes sont un lieu de spectacle à Beaucaire, les arènes Paul Laurent accueillent corrida, courses camarguaises et bon nombre de manifestations ludiques, concerts et spectacles d'humoristes appartiennent à ce registre artistique que la municipalité beaucairoise a regroupé au sein d'un festival intitulé les Beaucairoiseries. Cette année encore, bon nombre d'humoristes connus du grand public vont défiler sur la scène beaucairoise avec le retour des beaux jours, une programmation que nous présente Alain Bellon. La première édition des Beaucairoiseries avait accueilli plus de 6000 spectateurs. Sa deuxième édition a été présentée au Casino de Beaucaire. 6 dates sont à l'honneur et dédiées à l'humour, dont une est une nouveauté. Nous avons décidé cette année d'offrir un spectacle à l'ensemble du public présent, touristes et beaucairois. Donc ce sera le vendredi 9 juillet et ce sera Gérald Dahan avec un orchestre qui viendra présenter donc son tout nouveau one-man show. Certains spectacles présentés ont foulé des scènes parisiennes, mais certains ont débuté tout proche de Beaucaire. Patrick Bosso, c'est un petit peu une histoire un petit peu particulière. Ça faisait longtemps que je voulais qu'il vienne sur Beaucaire. Cela étant, bien évidemment, il fallait laisser du temps parce que la création du spectacle a eu lieu à Tarascon, c'est vrai. Il a fait 3 ou 4 représentations sur Tarascon il y a à peu près 1 an et demi. C'est un spectacle qui tourne régulièrement. Je crois qu'ils en sont à plus de 100 dates depuis la création. C'est exactement la même chose avec Christelle Chollet. Quand on parle de Christelle Chollet, certains ne voient pas de qui il s'agit. Je vous dirais L'Empiafé. Et là, tout le monde connaît le spectacle L'Empiafé. L'Empiafé, c'est 17 mois d'affilée au Palais des Glaces à Paris. Les Chevaliers du Fiel, je ne vais pas dévoiler de secret, ils sont propriétaires d'un théâtre à Avignon, donc ils connaissent très très bien la région, ils viennent souvent dans le coin. Et il se trouve que l'an dernier, le spectacle qu'ils ont donné, nous l'avons joué à guichet fermé que nous avons refusé du monde. Donc on retrouvera le 1er juillet, cette fois-ci dans les arènes Paul Laurent, les Chevaliers du Fiel pour leur tout nouveau spectacle qui s'appelle La Brigade des Feuilles. Lucienne Desvampes ouvrira le bal des Beaucairoiseries le 7 juillet et se clôturera le 24 août avec Anne Romanoff. 6 dates où l'humour sera à l'honneur. Voilà, c'était Beaucaire pour cette saison humoristique, mais Beaucaire côté taureau camarguais, on l'a longuement développé tout à l'heure, c'était dans noir et blanc, à revoir cette semaine bien sûr. Et très bientôt Beaucaire aussi côté taureau espagnol. Mais ça, on vous laissera faire pendant les estivales pour le mois de juillet de cette année. Olivier Michel, on en a parlé longuement. Son sujet au Gros-du-Roi, il en est très fier. Il nous l'a donné dans noir et blanc, mais il veut aussi le passer dans le JT. Et comme tout à l'heure, je mets un avertissement particulier. Baissez un petit peu pour les âmes sensibles le volume de votre téléviseur. En effet, concernant le traditionnel abrivado des plages, cette année, nous nous sommes intéressés au rôle des pilotes de jet ski qui ont sauvé la mise l'an passé à 2 taureaux qui s'étaient échappés vers la mer. L'occasion pour le monde de la bouvine de conjuguer sa connaissance des bios avec l'expérience des professionnels de la mer. Le sujet en musique est donc signé Olivier Michel.
ne portent pas de capéo, mais un casque, chaussent des bottes en néoprène et possèdent des chevaux sous le capot. Eux, ce sont les gardiens des mers. Appartenant à la fictive manade du bien réel Jet Club Méditerranée, ils ont été cette année sollicités pour assurer la sécurité sur l'eau. L'an passé, un taureau échappé avait été ramené sur le rivage par leurs soins. Tout bêtement, en rentrant, j'ai vu ce taureau qui partait à l'eau. Et bien le réflexe a primé, j'y suis allé dessus. Et puis j'ai essayé tant bien que mal de le coller à moi et de le ramener, quoi. Parce que le taureau, il n'aurait pas nagé longtemps. Hein. Tout ça sans trident. Ah, sans trident, pas besoin de trident. D'abord, il n'y a pas de place à mettre un trident. Si, il y a quand même bien un gardien qui m'a donné un lasso, mais je n'ai pas eu besoin. L'an passé toujours, alors que les jet-skis étaient rentrés au port, un second taureau échappé avait bien failli se noyer. Son sauvetage a tenu toute la plage en haleine durant 20 minutes, le temps que les bateaux de pêche interviennent. Bien souvent décriée, la présence des jet-skis a trouvé dans cet acte de sauvetage leur légitimité. L'occasion pour eux de véhiculer une autre image du jet-ski et de se faire plaisir en franchissant, en toute impunité mais sous surveillance, la barre des 300 mètres habituellement interdite. Le plaisir, il est qu'il fait beau, qu'on assiste à notre tradition camarguaise, tout en vivant notre passion du jet-ski. Déjà, c'est convivial, déjà une. En plein temps, on connaît beaucoup de monde, donc on se rassemble. Et c'est ça en fait. Vous passez aussi outre les règles des 300 mètres là? Ah oui, pour une fois on est autorisé, donc on en profite. Ce qui est plaisant, c'est de pouvoir s'approcher par l'eau très près de la plage. Donc là, effectivement, on remercie la mairie du Grau-du-Roi de nous permettre de participer à cet événement. Déjà, le plaisir d'être sur l'eau. Et en plus, de montrer à tout le monde une bonne image du jet-ski. On est encore malheureusement considéré un peu comme les voyous des mers, un peu comme étaient les motards dans les années 70. Cette année, sur les 10 passages aux allures souvent forcées et copieusement sifflées, un seul taureau s'est échappé sans toutefois prendre de bain. Les jet-skis n'auront pas eu à intervenir, ce qui n'aura rien gâché à leur plaisir de tout simplement être sur l'eau à regarder les taureaux. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est quand on vient en jet ski à la Brivado des plages de Grau-du-Roi, si on évite là les contrôles de police à la sortie de la cité Grolaine dans l'après-midi. Vous avez essayé? Moi j'étais en voiture et par chance tout s'est bien passé, donc pas de souci, mais c'est vrai que par jet ski peut-être c'est la solution. On rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Patrick? Absolument, moi je n'ai eu aucun problème avec la gendarmerie lors de mon retour. C'est parfait. Bien, allez, quelques informations à caractère météorologique. On a observé cet après-midi quelques flocons de neige qui sont tombés de façon éparse sur le Gard et le Vaucluse. La préfecture qui recommande toujours la plus grande prudence concernant le verglas. Malgré ce, en raison de l'évolution des conditions météorologiques, le préfet du Gard, Hugues Bouzige, a décidé d'autoriser la circulation des transports scolaires à compter de demain, mercredi 10 mars. Par ailleurs, ce matin, ce même préfet a levé l'interdiction de circulation des poids lourds depuis ce matin sur l'ensemble du réseau routier gardois. Quelques bouchons ont été observés, notamment sur les axes autoroutiers, sur la jonction de l'A54 et de l'A9, créant quelques soucis pour les automobilistes. On rappelle les numéros de téléphone si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant l'état du réseau routier. Pour les routes départementales, il s'agit de 0810 811 855. Pour les routes nationales, le 0826 022 022. Et enfin, concernant les autoroutes pour le réseau ASF, le 0892 70 70 01. Voilà pour l'info de ce mardi soir, Patrick. Et a priori, entre Arles et Nîmes, ça se décoince sur l'autoroute parce que ça a été très compliqué aujourd'hui. On salue notre ami Dominique Perron qui a passé sa journée dans les embouteillages en venant de Marseille. En effet, ça a été assez redoutable, on l'a dit. Christophe, merci beaucoup. Regardez, j'ai débordé un peu d'un noir et blanc. On n'est même pas en retard sur le JT. À peine.
Et on a notre président de région sur le plateau face à Pierre-Paul Castelli, exclusivité Télémiroir à quelques jours du premier tour. Et puis ensuite, en suivi, la soirée sur Télémiroir, c'est Croco Hebdo à 20h50 avec Sébastien Jiménez, l'un des gardiens de but du Nîmes Olympique, en interview. Et puis le match Guingamp-Nîmes Olympique, où on reviendra donc sur cette rencontre. Et sur, bon point ramené. Voilà, un autre bon point aussi pour les Nîmois, c'est le match nul hier soir, glané par Metz sur la pelouse de Laval. 3 partout, ça fait 1 point et donc les Messins ne s'échappent pas trop au classement. On est toujours à 4 points. 4 points d'écart. Voilà. 4 points de la montée, écoutez, on va y croire. Hein. Pourquoi pas le derby 3 points du maintien, rappelons les paroles du coach Jean-Michel Cavalier. 3 points du maintien. Oui, mais 4 points de la montée surtout, c'est ça le plus important. Merci Christophe, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie du soir, très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir, au revoir.